pour, parfait. Pour, pour développer un trouble de stress post-traumatique, il faut avoir vécu un événement et il faut s'en souvenir. Ça peut paraître un peu simple comme axiome de départ, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et on est parti de cette idée que le trouble de stress post-traumatique donc, requiert d'avoir vécu un événement traumatique et que cet événement-là traumatique, on s'en souvienne et qu'il agisse un peu comme un corps étranger, comme un souvenir pathogène, douloureux, qui vient nous empoisonner la vie, si vous voulez. Donc, voilà, on va parler donc d'un sujet pas super rigolo, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir pour les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Peut-être y en a-t-il parmi nous ce soir qui ont vécu un ou plusieurs événements traumatiques, qui souffraient de ce trouble, qui est d'ailleurs beaucoup plus une blessure, je dirais, qu'une maladie. Il faut vraiment sortir de cette idée que c'est une maladie psychiatrique. On est vraiment plus dans le modèle de la blessure ici. Ou peut-être que vous êtes une personne qui travaillait auprès des personnes qui souffrent de stress post-traumatique, ou vous êtes une personne, un proche de quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique. Donc, quelqu'un qui aimait quelqu'un qui est atteint de stress post-traumatique. Alors, vous allez avoir l'occasion de poser vos questions et d'intervenir. On a près de 2 heures ensemble, donc tous ceux et toutes celles qui souhaitent poser une question auront l'occasion de le faire. Alors donc, je vais vous présenter quelques diapos. Je vais vous présenter en fait une théorie de la maladie puis une théorie de la guérison. Alors évidemment, théorie de la maladie, c'est avec des gros comment on appelle ça déjà, des guillemets autour du mot maladie, évidemment. On va parler donc on va voir un peu comment on développe un trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Ensuite, on va parler des traitements actuels, quelles sont leurs forces et leurs limites, pour ensuite constater qu'effectivement, il y a de la place pour l'amélioration et l'innovation. Et je vais ensuite vous introduire à ce que c'est que la reconsolidation. J'espère qu'à la fin du webinaire, vous saurez dire reconsolidation mnésique et vous saurez dire propranolol sans vous tromper. Donc, OK. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mes diapos. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? OK. Alors, bon, j'ai décidé de commencer avec la publicité que Co-Create Humanity vous a transmis. Donc, troubles de stress post-traumatique et thérapie de la reconsolidation. Je peux peut-être vous dire 2 mots sur moi, sur qui je suis. Alors, en fait, moi, je suis psychologue, en fait. Je suis professeur aussi dans un département de psychiatrie. Alors ça intrigue bien des gens, mais ici, je peux vous dire que c'est assez courant. Il y a beaucoup de psychologues qui travaillent au département de psychiatrie. Parce que au Canada, la formation des psychologues est très axée sur la recherche. Et donc, étant donné qu'on a besoin de chercheurs au département de psychiatrie, il y a beaucoup de psychologues. Donc, professeur au département de psychiatrie à la faculté de médecine donc de McGill à Montréal. Peut-être que vous connaissez McGill. C'est une université qui est très intéressante, très excitante. Et moi, je suis bien humblement content d'en faire partie et de pouvoir côtoyer
plein de gens vraiment qui font des choses extraordinaires. J'ai aussi été vice-président de l'International Society for Traumatic Stress Studies, qui est une association américaine, mais internationale aussi, sur le stress traumatique. J'ai aussi été éditeur, un des éditeurs du Journal of Traumatic Stress pendant plus de 6 ans, qui est qui est le journal phare, le journal de spécialité, si vous voulez, dans le domaine du stress post-traumatique. Et depuis quelque temps, on m'a demandé aussi de participer à l'Académie des sciences de la santé du Canada. Alors, j'ai accepté ce mandat avec beaucoup de joie. Donc, je suis un des principaux développeurs de la thérapie de la reconsolidation. Et donc, en termes de divulgation ou de conflit d'intérêts, si vous voulez, j'en profite pour vous mentionner que oui, je suis donc un des principaux inventeurs de cette approche thérapeutique et je l'enseigne à des cliniciens. Et Co-Create Humanity accueille une de ces formations, donc en décembre. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de trauma en fait, avant de commencer, j'aurais envie de vous poser une question. En fait, est-ce que vous reconnaissez la peinture que j'ai choisie qui illustre ma diapo sur la droite? Est-ce que quelqu'un reconnaît? Bon, alors Hélène et Sébastien, ne répondez pas, s'il vous plaît. On va laisser la chance aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui reconnaît cette image et qui voudrait bien nous dire de quoi il s'agit et peut-être peut-être que vous connaissez aussi son auteur, mais en tout cas, nous dire de quoi il s'agit et si vous avez une petite idée de pourquoi j'aurais pu choisir cette image. Alors, on a 2 réponses dans la chat box. Gorgone, qui est la première proposition, et la deuxième proposition est Jéricho, le radeau de la Méduse. Alors, c'est effectivement la Méduse ou la Gorgone. Je ne pense pas que ce soit le radeau de la Méduse, mais c'est une illustration effectivement de la Méduse. Et pourquoi on sait que c'est une illustration de la Méduse? Parce que ses cheveux, c'est un amas de serpents. Donc, dans l'Antiquité, la Méduse, qu'est-ce qui arrivait si on avait le malheur de croiser la Méduse, en fait? Qu'est-ce qui nous arrivait? Est-ce qu'il y a des réponses, Hélène? Pétrifié. Pétrifié, oui, pétrifié, exactement. On était pétrifié si on croisait le regard de la Méduse. Alors, est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de pourquoi j'ai choisi cette diapo? La Méduse, c'est une des figures mythiques de l'Antiquité qui illustre le trauma. Parce que quand on est dans une situation traumatique, dans certains cas, en tout cas, à tout le moins, on peut se retrouver pétrifié, incapable de parler, incapable de bouger, tétanisé, sidéré. Hein? Et d'ailleurs, ce qui est un peu particulier, c'est que la toile qu'on regarde sur la droite est une illustration de la Méduse, mais elle a la tête coupée, donc elle a été décapitée. Et elle a un regard et une expression faciale très particulière aussi. Elle-même semble pétrifiée et tétanisée en quelque part. Hein, et son regard transmet l'horreur et l'effroi, clairement. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de choisir cette illustration et commencer ce webinaire en racontant cette petite histoire. Pourquoi raconter cette petite histoire? Ben, je pense que ça illustre aussi une autre chose que je veux souligner, c'est que les humains,
connaissent le trauma depuis longtemps. Depuis au moins 2000 ans et plus, on peut retrouver des traces qui illustrent que les humains avaient une certaine compréhension du psychotrauma. Donc, cette compréhension, en fait, elle est venue et elle a été occultée de façon successive, si je puis dire. Et c'est un peu l'histoire du psychotrauma. Le rapport de l'humanité au psychotrauma aussi, c'est ça. C'est marqué par l'oubli, par l'effraction et par l'oubli, en fait. Et c'est très intéressant. Donc, voilà, le trauma, le psychotrauma. En fait, je vais vous proposer une théorie qui va peut-être vous sembler un petit peu banale, même peut-être un petit peu moche. Mais vous savez, c'est une théorie qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien. Et je pense que quiconque s'intéresse au trauma la connaît déjà ou doit la connaître. Avant de vous la présenter, je vais aussi souligner que le trauma, typiquement, va changer la façon dont on se conçoit, dont on se voit, va changer aussi nos rapports aux autres et au monde. Donc, le trauma, c'est la confrontation avec la mort, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la menace vitale. Hein, c'est ce qui distingue le stress du trauma. Ce qui distingue le stress du trauma, c'est cette confrontation avec la mort. Et au cinéma, par exemple, le langage cinématographique se prête très bien à l'illustration du trauma. Dans le langage cinématographique, qu'est-ce qui représente le trauma? C'est la grande faucheuse. Hein? C'est cette espèce de squelette avec qui est à moitié fantôme, avec sa grande robe blanche et sa faucille. Hein? Et typiquement, quand la grande faucheuse arrive, souvent, dans les images précédentes, il y a eu un slow-mo, donc un ralenti, et l'intensité de la musique a augmenté. Alors, ça illustre le fait que quand on est exposé à un événement traumatique, on va vivre des distorsions qu'on va appeler dissociation péritraumatique. Le temps va ralentir, donc on a l'impression que tout se déroule au ralenti, et les impressions, les sensations sont magnifiées, comme la musique qui est très forte. Hein. Et à ce moment-là, notre héros dans le film se dit « c'est fini pour moi. Mon heure est arrivée. » D'où la grande faucheuse qui passe. Hein. C'est fini pour moi. Et curieusement, finalement, contre toute attente, le personnage survit. Donc, il a survécu au trauma. Et en fait, au moment où il se sent sain et sauf, en fait, c'est là que son voyage intérieur et sa souffrance et ses problèmes commencent. Au moment où il croit qu'il a échappé au pire, c'est là que ses problèmes commencent. Et les problèmes dont on va parler, c'est le trouble de stress post-traumatique. Avec une vision de soi, des autres, du monde qui est changé, un monde qui est désormais hostile, dangereux, des autres qui ne sont pas dignes de confiance, un soi qui est vu comme endommagé, brisé, cassé, sali, au-delà de la réparation. Donc ça, c'est vraiment ce que les gens ressentent au plan subjectif et au plan, je dirais, donc phénoménologique. Hein. Maintenant, vous allez aller voir un psychologue et lui ou elle va, voici ce qu'elle va vous dire, voici ce qu'elle va voir. Elle va voir quelqu'un qui a été exposé à un événement traumatique et qui a développé certains réflexes conditionnés. On dit, oui, mais professeur Brunet, c'est réducteur et tout. Mais en quelque part, si vous acceptez de me suivre, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous présente ça. Alors, je vais vous demander de faire un petit retour dans votre bassin de connaissances générales
Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Pavlov et de son chien, le chien de Pavlov. D'accord? Alors, dans le psychotrauma, il y a un peu du chien de Pavlov. Laissez-moi vous illustrer ça. Imaginez que on va prendre un trauma qui n'est pas trop impliquant. Hein. On va prendre, par exemple, un accident de voiture. Hein. On ne va pas parler d'un truc trop dur ou trop lourd. Alors, imaginez que vous êtes sur l'autoroute en voiture, il fait gris, il fait mauvais temps, il y a, je ne sais pas moi, de la pluie qui se transforme en neige. Hein. En Suisse et au Canada, on connaît ça, ou de la neige fondante. Et il y a un poids lourd devant vous sur l'autoroute de couleur rouge qui applique soudainement et brutalement les freins devant vous et vous emboutissez ce camion. Au moment où vous emboutissez ce camion, vous allez entendre un bruit de crissement de frein et du caoutchouc qui est donc voilà, un bruit de crissement de frein. Ensuite, vous allez sentir du caoutchouc brûlé et vous allez entendre un grand bang dans un bruit de tôle froissée. Et vous venez de frapper un camion rouge. Alors, tout ça, tous ces indices-là que je vous ai décrits, incluant le fait qu'il fasse mauvais, que vous conduisez et que vous êtes sur l'autoroute, toutes ces choses vont faire l'objet d'un conditionnement instantané. Et chaque fois que dans le futur, vous allez être confronté à la couleur rouge, à l'odeur de caoutchouc brûlé, au fait qu'il fasse mauvais temps ou que vous soyez derrière un volant, à quoi allez-vous penser? À votre trauma. C'est ainsi que la mémoire et le cerveau humain est construit. Il n'y a pas photo, hein? C'est comme ça. Et évidemment, ces sensations, toutes ces sensations vont revenir avec, on pourrait dire, amertume, dysphorie, hein? Tout ce que ça a pu évoquer de difficile, de lourd, de triste, de fâchant, d'injuste, tous ces sentiments vont remonter et vont vous habiter pendant un certain moment. Et là, vous allez vous engager dans une activité qu'on appelle l'autorégulation. Vous allez tenter de vous autoréguler. Donc, vous allez tenter de vous changer les idées ou voilà, vous allez tenter de vous rééquilibrer, si vous voulez. Hein. Et ça va vous arriver plusieurs fois par jour. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, les symptômes intrusifs. Hein. Donc, vous allez confronté à toute la classe de symptômes intrusifs. Et ça, c'est exactement, c'est issu d'un conditionnement classique pavlovien. Comme le chien, vous vous souvenez, pour l'anecdote, avant de nourrir les chiens, il y avait une cloche qui sonnait. Alors, je ne sais pas si la cloche était attachée à la porte ou quoi, mais au bout d'un moment, dès que la cloche sonnait, le chien se salivait. Hein, c'est comme un espèce de réflexe. Eh bien, nos pensées, nos souvenirs peuvent aussi être conditionnés. Et donc, ces principes nous permettent de comprendre pourquoi on est dérangé par des souvenirs intrusifs comme ça à longueur de journée. Et la souffrance qui vient avec. Hein. Alors, étant donné que toutes ces sensations et ces souvenirs sont dysphoriques, donc hein, l'inverse de l'euphorie, alors qu'est-ce que vont faire les gens? Qu'est-ce que va faire une personne qui a vécu un événement traumatique? Il va essayer de se ménager. Elle va essayer de se ménager un peu. Elle va éviter. Elle va éviter toutes sortes d'endroits. Elle va éviter des lieux. Hein, et cet évitement va être récompensé par une forme de soulagement, si vous voulez. Hein. Et donc, l'évitement, hein, on dit souvent que l'évitement est à la base du trouble de stress post-traumatique. Et plus on évite, en fait, ce qui est le grand paradoxe là-dedans, c'est que plus on évite, l'évitement est le facteur de maintien du trouble de stress post-traumatique. Et ça a été démontré encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, pour se remettre d'un événement de stress post-traumatique, il faut en parler. Hein. Il faut s'y confronter, il faut y retourner. Avec toute la douleur que ça implique, avec toute la lourdeur, la difficulté que ça peut représenter. Hein.
Pourquoi j'ai mis cette espèce de petite blague un peu bébête? Pourquoi as-tu une banane dans l'oreille? Ben, c'est parce que, en fait, en parallèle, souvent, dans l'évitement, il y a une erreur cognitive. Et je dirais que l'erreur cognitive classique, c'est que on pense que si on évite, ça va nous faire du bien, ça va aller mieux. Alors que le grand paradoxe, c'est qu'il faut se confronter pour ultimement, éventuellement, aller mieux. C'est un peu comme si le chirurgien vous disait, écoutez, avant d'aller mieux, ça va aller un peu moins bien. Avant d'aller mieux, ça va aller plus mal. Ça va peut-être faire un peu mal. Okay? Mais ensuite, la cicatrice, on aura retiré le corps étranger, la cicatrice va être belle, et puis la cicatrice pourra justement cicatriser. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les patients. Parce qu'on a l'impression que plus on s'expose, plus on a l'impression d'être engagé dans une démarche masochiste, en quelque part. Alors, je vous ai présenté donc deux grands principes de conditionnement, un qui a été inventé par Pavlov et l'autre qui a été découvert par un autre grand clinicien, Fred Bruce Skinner. Et donc, normalement, vous devriez me voir venir un peu. Qu'est-ce que c'est que le grand principe thérapeutique qui a été découvert? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ces deux formes de conditionnement-là vont ensemble. Ils fonctionnent souvent ensemble. Hein? Le conditionnement classique, conditionnement qu'on appelle opérant. J'émets un comportement qui va être suivi d'une conséquence positive ou négative et qui va faire que je vais y avoir recours davantage dans le futur ou pas. Donc, ces deux trucs-là vont souvent ensemble, mais c'est ce qu'on appelle la théorie de Maurer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le grand ingrédient thérapeutique qui est derrière tout ça? Si je vous dis, quand on fait une chute à cheval, il faut immédiatement remonter en selle. Hein? J'imagine que ça vous est venu en tête parce que ça fait partie de ces phrases qu'on a entendues des dizaines de fois. Hein? Ben oui, quand on est tombé de cheval, il faut remonter en selle. Et plus on tarde à remonter en selle, je pense que c'est facile à comprendre que plus on tarde de remonter en selle, plus longtemps on va conserver notre peur de l'équitation, notre peur du cheval, on va attribuer au cheval voilà, voilà, on va considérer que le cheval est un animal dangereux. Bon, évidemment, je simplifie beaucoup ici, je simplifie beaucoup, mais je pense que vous pouvez comprendre dans quelle mesure toutes ces choses-là s'appliquent à la question tellement grave et tellement lourde et difficile du trauma. L'idée, c'est de vous transmettre les principes aussi simplement que possible. Et donc, quand on est tombé de cheval, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter sur le cheval et le terme technique en psychologie pour ça, c'est l'extinction. Et l'extinction, en fait, ça a été découvert aussi par Pavlov. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pavlov, une fois que ces chiens sont devenus conditionnés? Une fois que la cloche prédisait l'apparition de la nourriture, comment il a fait pour défaire ce conditionnement-là, Pavlov? Il a sonné la cloche, rien. Sonne la cloche, rien. Sonne la cloche, rien. Jusqu'à temps que les deux phénomènes cessent d'être reliés ensemble. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, l'extinction, c'est l'ingrédient qui est à la base de toutes les thérapies qui fonctionnent pour le psychotrauma. Toutes, sans exception. Que ce soit la thérapie cognitivo-comportementale, que ce soit le MDR, que ce soit la thérapie psychodynamique, que ce soit la thérapie là, où on relate sa vie, ses événements de vie et tout. Ben, quand on relate ce qui nous est arrivé ou quand on est en thérapie psychodynamique et qu'on parle de ce qui nous est arrivé, on est en train de s'exposer et on est en train de faire de l'extinction. Que ce soit verbalement ou comportementalement,
on est en train de s'exposer. Et c'est à force de s'exposer, c'est à force de remonter en selle que petit à petit, on est capable de réapprivoiser le cheval, qu'on est capable de réapprivoiser notre vie, qu'on est petit à petit capable de faire un peu davantage confiance aux êtres humains, à l'humanité, qu'on est capable de retourner sur des lieux qui évoquaient trop de chagrin ou trop de noirceur pour nous. C'est grâce à l'extinction. Le problème avec l'extinction, il y en a quelques-uns, c'est que c'est un processus lent et douloureux. Et aussi, quand vous allez chez un psychologue, le psychologue va vouloir comme vous désensibiliser, si vous voulez, pour en venir à l'exemple du camion avec lequel vous êtes entré en collision. La couleur rouge va raviver vos souvenirs traumatiques. Alors, inutile de dire que c'est un peu problématique, hein, parce que, voilà, je viens de raviver votre souvenir traumatique. Alors, petit à petit, il va falloir comme se désensibiliser et réaliser que, ben non, la couleur rouge ne rappelle pas que le souvenir traumatique. Hein. Donc, le psychologue va essayer que cette espèce d'extinction soit aussi générique que possible. Mais sauf que le problème avec ces thérapies-là, c'est que c'est juste une question de temps pour que le souvenir traumatique refasse surface d'un seul coup. Nos souvenirs traumatiques, ils sont comme dans une espèce de boîte à surprise, en fait. Ils sont comme dans une espèce de boîte à surprise et au moment où on pense les avoir apprivoisés et avoir fait la paix avec eux, un jour, c'est juste une question de temps, un jour, il survient un événement dans l'actualité, dans la famille, peu importe, qui vient nous chercher d'une manière inattendue et pouf, le souvenir ressort avec une vigueur insoupçonnée. Et donc, ça, c'est un grand classique et la plupart des gens qui souffrent de stress post-traumatique ou qui ont fait un bout de chemin vont vous corroborer ça, qu'effectivement, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Et au bout d'un moment, il y a plus souvent de bonnes journées que de mauvaises, mais il y a un espèce d'élément d'inattendu comme ça. On ne sait jamais si on va avoir une bonne ou une mauvaise journée quelque part. Hein, on ne sait jamais. Et ça, c'est dur. C'est dur. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous introduire à des concepts vraiment fondamentaux qui peuvent avoir l'air simples de l'extérieur, mais qui, effectivement, vraiment sont à la base de comment on pense, on agit et tout. Et vous savez, au plan de l'évolution de l'espèce humaine, c'est tout à fait, c'est plein de sens qu'on soit fait comme ça. Parce que si vous avez, là, je vais prendre un exemple un peu bébête, mais si vous avez rencontré le lion et puis vous lui avez échappé, c'est une bonne idée de s'en souvenir. Et c'est une bonne idée que ce souvenir-là revienne très rapidement à votre conscience si vous êtes confronté à un indice qui vous laisse suggérer qu'il y a un lion dans le coin. Donc, c'est normal que ces souvenirs-là refassent irruption avec beaucoup de force parce que, d'une certaine manière, il y a notre survie qui est en jeu là-dedans. Hein? Le problème, c'est qu'on se comporte encore comme si notre survie était en question, en jeu, alors que souvent, le contexte, par exemple, si on prend les travailleurs humanitaires qui sont de retour à la maison, normalement, à la maison, il y a, dans la vie civile, quotidienne, il y a Alors, il y a un petit problème de connexion. Je vais tout de suite envoyer un message au professeur Bruno.
Je viens de lui envoyer un petit message, il va sûrement se reconnecter. Excusez-nous pour ça. Veuillez nous excuser pour cet aléa du direct. Il a une panne de courant. Voilà, il vient de m'en informer, il a une panne de courant et il se reconnecte au plus vite. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, vous avez l'air d'être très studieux. Bonsoir Denis. C'est la jante féminine hein, qui est... Bonsoir et désolé pour le retard. Aucun problème. Pas de souci. Comme durant tous les webinaires de Co-Create Humanity, c'est quasiment 80, parfois même 90% de femmes qui se connectent à nos webinaires. C'est très intéressant. Je me sens effectivement un peu en minorité. Eh ben, c'est pas courant les pannes d'électricité au Canada. Non. Je vais mettre notre enregistrement sur pause. Et on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Vous pourrez couper ce bout-là quand vous ferez le montage. C'est tout bon. Je vois que les... OK, Hélène? On peut y aller. On peut y aller. OK. Alors donc, voilà, je vous ai expliqué un petit peu dans le premier segment, un peu pourquoi et comment notre cerveau, en fait, voilà, a subi différents conditionnements suite à un événement traumatique. Je vous ai expliqué aussi pourquoi on a tendance à éviter et pourquoi l'ingrédient thérapeutique, ça consiste à se confronter, et dans toutes les thérapies qui ont été proposées pour le stress post-traumatique, implique de se confronter à ces souvenirs traumatiques. Alors, quels sont les traitements actuels proposés pour le stress post-traumatique? Il y en a 2 grandes catégories. Il y a la pharmacothérapie et la psychothérapie. Donc, en fait, je voudrais revenir en arrière avec la découverte de la pharmacothérapie parce que on a des bonnes et des moins bonnes choses à dire à propos des médicaments en psychiatrie. Vous savez peut-être que le début de la psychiatrie biologique remonte à 1952 lors de la découverte, de façon un peu fortuite, de la chlorpromazine. La chlorpromazine permettait de soigner, d'atténuer les délires et les hallucinations chez le schizophrène. Et en fait, c'était une molécule, c'est un antihistaminique, mais qui avait cette propriété de causer de la somnolence, de la sédation. Donc, autrement dit, on pourrait considérer que la chlorpromazine était un antihistaminique raté, si vous voulez, parce que, voilà, il causait trop de somnolence. Mais voilà, étant donné qu'il causait de la somnolence, Henri Laborie, qui travaillait pour Rhône-Poulenc à l'époque, avec Rhône-Poulenc en tout cas, va proposer à Pierre Deniker et Jean Delay, ouais, si tu ne voudrais pas essayer ça avec tes patients agités, ça pourrait peut-être les calmer. Non seulement ça les a calmés, mais ça a aussi diminué les délires et les hallucinations d'une façon qui était incroyable et inattendue. À tel point que Laborie, avec Deniker et Heinz Lehmann au Canada, un Allemand qui dirigeait l'Institut Douglas, où je travaille, remporteront le Lasker, un prix Nobel. Mais voilà, ce que j'ai à dire de moins bien sur les médicaments, c'est qu'on soigne un peu encore de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le modèle de traitement en psychiatrie et en pharmacothérapie
Les médicaments, bon, on a du mal à vivre sans. Hein, on ne voudrait pas retourner en arrière. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais encore aujourd'hui, on donne une pilule par jour pour masquer les symptômes d'un trouble, comme le stress post-traumatique, avec des effets secondaires importants que le patient doit accepter. Et dans le cas du stress post-traumatique, on parle de quand même des antidépresseurs qui peuvent donner des difficultés sexuelles, prise de poids, nausées, etc. Donc, une pilule par jour pour masquer nos symptômes et le lendemain, on recommence pour une période de temps indéterminée. Donc, on est vraiment dans un modèle palliatif et qui en psychiatrie, depuis 70 ans, on n'a pas réussi à éradiquer une seule soi-disant maladie. C'est quand même pas les grands succès. Donc voilà, on soigne encore de la même manière. Donc dans le trouble de stress post-traumatique, on prescrit souvent un antidépresseur. Maintenant, ils sont nécessaires parfois, hein, on ne va pas se le cacher, mais souvent l'amélioration va un peu plafonner au bout d'un moment, ce qui concerne le stress post-traumatique. Parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui vont les abandonner dans les premiers mois, étant donné les effets secondaires qui s'induisent. Alors, qu'en est-il de la psychothérapie? Est-ce que la psychothérapie est mieux? On a vu que, bon, les psychothérapies ont l'extinction à leur base et tout. La psychothérapie va fonctionner mieux. C'est le traitement de première intention dans le stress post-traumatique. Cependant, la psychothérapie donc, a aussi ses limites, si vous voulez. D'abord, la durée du traitement est généralement assez longue. On parle de facilement 15 à 25 séances et souvent même, on peut avoir 1 an ou 2, voire plus. On peut avoir besoin d'1 an ou 2, voire plus de psychothérapie. Hein. Donc, on parle vraiment d'un investissement de temps, d'énergie, de ressources très important. Les psys sont quand même assez rares. C'est une formation qui prend du temps, et ils sont rares et chers. Hein. Donc, et en plus, il y a aussi les phénomènes d'abandon avec la thérapie cognitivo-comportementale qui est quand même difficile à tolérer. Et le phénomène de rechute qu'on a relié au fait de ce phénomène-là de la boîte à surprise que je décrivais tout à l'heure. Hein. On pense qu'on va mieux, puis tout à coup, bang, c'est la rechute. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de place pour l'amélioration. Et c'est là que nos connaissances issues des neurosciences, sur comment on consolide et reconsolide un souvenir, vont venir nous ouvrir une voie vers une approche de traitement innovante pour le stress post-traumatique. Donc, la reconsolidation, en fait, c'est quelque chose qui a été découvert en 1968. Donc, il y a une première publication qui a été faite en 1968 par l'équipe de Lewis et qui est retombée dans l'oubli jusqu'à la fin des années 90, qui a été redécouvert par une équipe française, l'équipe de Jean Chibichlavski et Suzanne Sarah, une Américaine qui travaille donc à Paris. Et voici donc la première publication avec le mot reconsolidation dedans, Reconsolidation of Memory After its Reactivation, donc, qui remonte à 97. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la reconsolidation? Eh bien, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. On a vu avec Pavlov et Skinner comment notre esprit apprend à travers les différents conditionnements. Mais là, je vais vous parler de la mémoire, du fonctionnement de la mémoire. Parce que pour qu'il y ait apprentissage, il faut aussi qu'il y ait mémoire. Parce que si on ne se souvenait pas d'avoir vu le lion, le souvenir ne remonterait pas à la surface instantanément comme ça. Donc, on doit
Donc, il y a l'apprentissage et la mémoire, ce sont deux phénomènes qui vont ensemble. Et il se trouve que notre cerveau est construit un petit peu comme mon ordinateur qui a flanché aujourd'hui. Il y a la mémoire vive et la mémoire de stockage. La mémoire vive, c'est un peu comme la mémoire de travail. C'est le ROM. La mémoire de stockage, c'est le RAM. Alors, quand il survient une panne de courant, comme il vient de survenir à ce moment-ci, qu'est-ce qui arrive avec le contenu du ROM? Le contenu du ROM, il est évacué. Mais qu'est-ce qui arrive avec le contenu du RAM? Le contenu du RAM, lui, reste. OK? Donc, l'équipe de Lewis vont élaborer une théorie de la mémoire dans laquelle ils vont dire les souvenirs peuvent exister sous deux formats. Ils peuvent exister dans la mémoire de travail ou ils peuvent exister dans la mémoire de stockage. Et entre les deux, il y a un processus d'enregistrement qu'on appelle la consolidation. Alors, qu'est-ce qui arrive si je vous donne mon numéro de téléphone et qu'ensuite je continue à vous parler et vous m'écoutez très attentivement? Vous allez garder mon numéro de téléphone dans la mémoire de travail, quelques secondes, quelques minutes, et puis au bout d'un moment, vous n'allez pas l'enregistrer dans la mémoire à long terme parce que vous êtes en train de faire d'autres choses. Donc, la mémoire de travail, en fait, elle est fragile, elle est évanescente. Et si une interférence survient, soit à cause d'une surcharge cognitive, ou soit à cause d'un médicament, on va pouvoir interférer avec ce mécanisme-là. Et j'ai nommé le mécanisme de la consolidation. Maintenant, une fois qu'un souvenir est consolidé, est-ce que ce souvenir-là est pour toujours? Est-ce que ce souvenir-là est pérenne? Alors, normalement, oui, le souvenir est pérenne. Un souvenir consolidé est considéré comme pérenne. À la nuance près que quand on se remémore un souvenir, en fait, il doit être réenregistré de nouveau. Et ça, c'est la découverte de la reconsolidation. C'est-à-dire que quand on se remémore un souvenir, le souvenir retourne dans la mémoire de travail et de la même manière qu'on pouvait interférer avec la consolidation d'un souvenir ou d'un nouveau souvenir, d'un nouvel apprentissage, on va pouvoir interférer avec le réenregistrement du souvenir. Parce que quand on se remémore un souvenir, c'est comme si le souvenir redevenait labile et fragile. Et on a une nouvelle occasion pour introduire une interférence. Alors, vous me voyez sans doute venir. Donc, l'interférence, on va la créer avec le propranolol. Et les souvenirs qu'on va aller repêcher et qu'on va soumettre à ce processus vont être les souvenirs traumatiques. On va donc repêcher des souvenirs traumatiques sous propranolol. Et ensuite, une fois qu'on a bien ravivé le souvenir, qu'il est bien retourné dans la mémoire de travail, on va laisser le propranolol faire le sien, c'est-à-dire interférer avec le réenregistrement de ce souvenir, mais interférer plus particulièrement avec la partie émotionnelle du souvenir, et non pas tant avec la partie autobiographique ou épisodique, si vous voulez, du souvenir. Vous me suivez jusqu'à maintenant? D'accord. Alors donc, voilà, c'est un peu le modèle c'est le modèle de traitement qu'on va utiliser dans la thérapie de la reconsolidation. Alors, en quoi ça va consister exactement? Ben, on va demander aux gens de prendre un comprimé de propranolol, d'attendre 1 heure, et ensuite, on va leur faire écrire un compte-rendu de leur trauma. Et ensuite, on les renvoie à la maison, on laisse le médicament faire son travail, et on fait ça à 6 reprises. Et qu'est-ce qui arrive d'une semaine à l'autre? D'une semaine à l'autre, c'est comme si on érodait un tout petit peu la force émotionnelle de ce souvenir. Et au fur et à mesure qu'on atténue la force émotionnelle de ce souvenir, les symptômes de stress post-traumatique
vont s'estomper. Voilà. Alors, j'ai une... donc, voilà. Alors, en gros, on évalue le patient. Ensuite, à la première séance, le patient va écrire son récit traumatique. Il a pris du propranolol 1 heure avant le traitement. Et les fois subséquentes, le patient va lire son récit traumatique, donc toujours sous propranolol. Voilà. Alors, j'ai une petite vignette clinique que j'aimerais vous montrer. Il s'agit d'une patiente qui a participé au protocole de recherche Paris-MEM qui a été mise en place après les attentats du Bataclan en France en 2015 et aussi après les attentats de Nice en 2016. Donc, c'est une patiente qui a reçu 6 séances de traitement et qui revient pour son suivi à 1 an. Et le thérapeute va lui demander de lire son récit traumatique. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer que lire son récit traumatique, c'est à peu près ce qu'une personne souffrant de stress post-traumatique déteste le plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec de gaieté de cœur. Hein? Donc, je vais vous montrer cette personne. Vous serez à même de voir un peu comment elle va. C'est une diapo, c'est une vidéo qui dure 3 ou 4 minutes, hein, pas plus. Ouais, ça, c'est un exemple de récit traumatique, mais c'est écrit au jeu et au présent. Voilà. Et ça, c'est en fait, où est ma diapo? Ah ben, elle n'est pas là. Je n'ai pas récupéré le bon fichier avec toutes ces histoires de panne de courant. Donc, je vais vous la montrer dans 5 minutes. Je vais d'abord voilà, terminer ça ici. Juste pour vous dire que ça, c'est une étude qu'on a publiée en 2018 contre placebo. Et donc, la ligne orange du tableau, ça, c'est les patients qui avaient pris le placebo et qui ont réactivé leur souvenir sous placebo. L'axe vertical, c'est le score à la PCLS, pour ceux qui font un peu de recherche dans le domaine du trauma. C'est un score cumulatif de symptômes de trauma. Donc, le score seuil, c'est 33. Et donc, la mesure va de 17 à 85. Donc, un score autour de 55, 60, c'est un score très élevé. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure des 6 semaines, les gens qui réactivent leurs souvenirs sous placebo s'améliorent un tout petit peu parce que c'est quand même aidant de répéter, de raviver son souvenir. Mais ceux qui le font sous propranolol, donc, s'améliorent beaucoup plus. Alors, voilà. Alors, je vais maintenant vous arrêter de partager momentanément et je vais vous ressortir donc la vidéo que je veux vous montrer. Voilà. OK, on est prêt. Alors, vous allez voir, l'image est un peu floue au début, mais dès que la vidéo va partir, ça va se régler. Hein. Voilà. Donc, je reçois un coup de poing au niveau de la joue et de la tempe. Cela me sonne et je tombe par terre. J'entends « tiens, salope ». Mon corps tremble, j'ai des bouffées de chaleur, le sang me monte à la tête, je suis tirée en arrière par les cheveux, je vois le trottoir arriver et j'essaye de l'éviter. Je me dis que c'est fini, que je vais y passer. Ma tête claque sur la bordure, je perds connaissance. Puis je reprends connaissance et je me demande si je suis vivante ou pas. J'ai l'impression que mon cœur s'arrête de battre. C'est seulement dans l'ambulance que je ressentirai toutes mes douleurs. Voilà. Vraiment, je le lisais, j'étais en larmes. Ça va mieux, je suis encore très émue, ça va.
Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, Comment ça merci. se passe Allez, on y la va. première fois que vous l'avez écrit? La première fois, j'étais en larmes. Je tremblais, je suais. Et parfois, j'avais honte. Forcément, ça remue les tripes. Je reviens. Je pensais que je ne reviendrais pas. Je me suis dit, mais je ne peux pas relire ça à chaque fois, c'est pas possible. Mon cœur va s'arrêter, quoi. Je ne vais pas y arriver. Vous imaginez bien que vous demandez de revivre un moment où vous avez cru mourir, c'est très compliqué. Donc, les premières séances sont très difficiles, mais c'est un passage nécessaire pour reconstruire ce souvenir Merci. À et tout à l'heure. réussir ensuite à retravailler dessus et mettre à distance les émotions ressenties autour du souvenir. En général, on observe une bascule aux alentours de entre la 3e et la 4e séance. Souvent, ça commence à aller mieux et là, les patients viennent nous voir en disant « Ah, c'est bon, là, j'ai beaucoup moins de cauchemars, ça va beaucoup mieux » et on le voit vraiment évoluer de façon positive à partir de ce moment-là. Je me suis rendu compte au bout de la 4e que je pleurais plus. On me l'a fait remarquer. Tu ne trembles plus, tu ne pleures plus, comment tu le sens? Et c'est vrai que là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui se mettait en route, quoi. Oui? Bonjour. Bonjour Madame Salas. Vous allez Vous bien? allez bien? Oui, ça va, merci. Allez-y, vous en prie, Oui. vous pouvez vous installer face à moi. Merci. Je vais prendre votre dossier. Bon, ça fait 1 an. Oui. Comment ça va depuis 1 an? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Vraiment bien. Oui. Tout ce qui est les symptômes du stress post-traumatique, Oh, ça a disparu. ça a disparu. Oui. Les plus gros en tous les cas. Ouais. Tout ce qui était le plus désagréable. C'est parti. Dans le cadre de cette thérapie, c'est 6 séances. C'est ce qui fait vraiment la grosse différence avec les autres thérapies qui prescrivent plutôt entre 10 et 15 séances d'exposition. Là, on est à 6 séances. Voilà. Alors, voilà, on va retourner au webinaire. Voilà. Alors, voilà, donc c'est une patiente qui a participé au protocole Paris même et qui revenait pour son suivi 1 an après avoir reçu son traitement en 6 séances. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une patiente qui est capable de lire son récit traumatique de façon vraiment dégagée. Et c'est assez étonnant comme témoignage. Donc, voilà, en fait, c'est le matériel que j'avais prévu vous présenter, que je voulais partager avec vous. Donc, on a vu ensemble donc, un peu une théorie du trauma. On a survolé les traitements actuels et je vous ai introduit aux principaux éléments de la thérapie de la reconsolidation, hein, qui table sur vraiment cette connaissance qu'on a acquise de comment on enregistre les souvenirs et on les repêche et on les réenregistre. Et donc, la reconsolidation, c'est vraiment la découverte qu'un souvenir remémoré doit être réenregistré. Et dans la mesure où on est capable d'intervenir avec un souvenir qui est en train de s'enregistrer, la remémoration ouvre la fenêtre d'opportunité à volonté et nous permet d'intervenir et d'interférer. Alors, donc, ce traitement, dans les cas de stress post-traumatique non complexe, c'est un traitement qu'on va proposer stand-alone, si vous voulez. C'est un traitement qu'on va proposer tout seul. Donc, on va faire 2 séances d'évaluation, 2 ou 3 ou 4, peu importe. Et ensuite, on va proposer ce traitement-là en 6 séances. Ensuite, on fait une séance bilan un petit peu après. Et pour plusieurs personnes, ça suffit. Il y a des gens qui vont avoir plus de temps peut s'être écoulé depuis le trauma ou qui veulent vraiment, qui ont besoin d'un lieu de parole, je dirais, d'une écoute, d'un lieu de parole pour qui le trauma a créé d'autres problèmes dans leur vie auxquels ils sont confrontés et avec lesquels ils peuvent avoir besoin d'aide. Alors, dans des cas comme ça, souvent, on va utiliser la thérapie de la reconsolidation comme adjuvant. On va faire un petit bout de chemin avec eux, un certain bout de chemin, de façon plus classique. Et ensuite,
quand le patient, il va arriver un temps où le patient, souvent, il va dire, ouais, je comprends mieux ce qui m'est arrivé maintenant, c'est plus clair pour moi, j'ai fait un bout de chemin, mais pourtant, j'ai encore l'impression d'être très perturbée par des cauchemars ou des souvenirs intrusifs, des choses comme ça. Et alors, à ce moment-là, on va utiliser la reconsolidation comme adjuvant. Et on va comme ajouter par-dessus le premier traitement, un deuxième traitement. Donc, la thérapie de la reconsolidation va pouvoir être utilisée comme traitement de base, seul, ou peut être utilisée donc, comme adjuvant. Et c'est ce qui fait aussi qu'on évite un peu les guerres de clochers entre les différentes approches et tout. Donc, c'était le matériel que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. On a donc une période de questions. Et donc, je vous invite à me poser les questions que vous avez sur le trouble de stress post-traumatique, sur les différents traitements qui sont disponibles et, si vous le souhaitez, aussi sur la thérapie de la reconsolidation. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Juste pour vous informer que voilà, j'arrête maintenant l'enregistrement pour cette deuxième partie interactive. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.